Salut Guillaume, Salut Lucas, comment ça va? comment ça? Bah bien, et toi? Très bien, merci, au top, malgré la situation. Il fait beau, il fait chaud, Oui, ça pourrait être pire que ça. exactement, ouais. Ça pourrait être avec la neige, des tempêtes, etc. C'est déjà pas mal. C'est déjà très bien. Parfait, bah, ravi de t'accueillir dans la Casa del Starter. Merci beaucoup. Merci de C'est m'avoir chouette. invité, c'est très sympa. Avec plaisir, ça va être sympa de découvrir ton business et puis un petit peu tes passions. J'ai pu regarder un petit Ouais, peu ton site internet, il y a de la matière en tout cas. Donc, j'espère. alors justement, peut-être pour les personnes qui ne te connaissent pas, je te propose de te présenter et puis de présenter également ton activité. Ok, ben, donc moi je m'appelle Guillaume Pellet-Bourgeois, j'ai 41 ans, donc j'ai trois enfants. Et puis moi je viens plutôt du monde sportif en fait, plus particulièrement du ski et de la montagne. Je travaille à Chamonix en fait, je m'occupe depuis allez, plus d'une dizaine d'années maintenant de jeunes qui veulent devenir guides de haute montagne ou moniteurs de ski. Donc moi, c'est vrai que c'est un cadre de travail qui est génial par rapport à mes passions, justement de l'outdoor et puis de la montagne. Je suis aussi entraîneur de ski, donc j'accompagne des athlètes, des skieurs pour la compétition. Et c'est vrai que ça fait maintenant 5-6 ans que ben, l'aspect mental de la performance m'intéresse au plus haut point parce que ben, voilà, je me suis rendu compte qu'on avait beau avoir développé des qualités physiques, des qualités techniques et des qualités stratégiques au top, mais on avait quand même des jeunes prodiges qui n'arrivaient pas à percer parce qu'ils n'arrivaient pas à gérer leur mental. Et c'est vrai que cet aspect mental, aujourd'hui, ben, moi, je trouve que c'est pas culturellement, c'est pas quelque chose qu'on travaille assez en Europe, en tout cas déjà en France, là où je suis. Et puis, moi, quand je fais le lien aussi, maintenant, beaucoup avec le monde de l'entreprise, ben, en fait, les dirigeants, je pense qu'ils sont un peu comme les professionnels de la montagne, ils ont des qualités techniques et stratégiques au top, mais malgré tout, ben, on se rend compte qu'ils ben, ont chaque année des soucis. Moi, les professionnels de la montagne, il y a des accidents chaque année. Euh, c'est des erreurs de management, des erreurs de leadership, l'influence des émotions, l'influence de l'aspect mental, en fait, quand ils sont sur le terrain. Et donc voilà, moi je conseille maintenant des entreprises, des dirigeants pour qu'ils utilisent en fait la préparation mentale, l'intelligence émotionnelle pour être plus performants dans leur business, quoi. Et c'est vrai que c'est assez passionnant parce que le parallèle entre le monde sportif et le monde de l'entreprise, et il y a vraiment plein de choses à faire, quoi. Ok, dans le sport, justement, comme tu le dis, moi je pratique du tennis. Alors c'est vrai que Ouais. c'est impressionnant l'aspect du mental, hein. Des fois, on va Ouais. jouer et puis on joue très très bien. Puis il y a d'autres jours où on ne sait pas jouer. C'est vraiment On un se aspect demande de ce qui se mental. passe. Exactement. Donc Ouais. la part de mental dans le sport, par exemple le sport de haut niveau, elle représente combien de pourcents à peu près? Je sais pas si ça peut se quantifier. Je le quantifierai pas. Je pense que moi je dis toujours il y a quatre piliers de la performance. Le mental en fait partie. Quelqu'un qui a pas le niveau physique ne pourra pas percer. Celui qui a pas la technique en tennis ne pourra pas non plus sortir du lot. Puis après il y a tout cet aspect stratégique, tactique qui fait que ben, on arrive à analyser le jeu, on arrive à analyser l'adversaire. Et en fait, je pense qu'il faut tout au maximum. Et c'est vrai que moi dans le tennis, je vois ben voilà, il y a Roger Federer qui est l'idole de tous, mais je pense qu'un gars comme Nick Kyrgios, l'Australien, il est au top aussi sur les trois aspects techniques, physiques et puis stratégiques. Sauf que c'est un gars au niveau mental, il pète des plombs dans tous ses matchs. Et puis Federer le faisait aussi quand il était jeune, et je pense qu'aujourd'hui, ben, voilà, il a pris de l'expérience. Puis à mon avis, il a beaucoup travaillé cet aspect-là aussi. Ouais. Ouais, vous avez tout près de chez vous, vous avez Benoît Paire aussi du côté des Français Exactement. qui sont assez, Oui, qui sont assez qui est un peu. explosifs, hein, Oui, qui c'est peuvent gagner le final de Grand Chelem, mais qui derrière, justement, un mental qui ne suit pas forcément. exactement. C'est un C'est très assez bon impressionnant. exemple. Et du coup, par rapport à la situation actuelle, au coronavirus, comment est-ce que est-ce que tu as dû faire des adaptations par rapport à ton business ou il n'y a pas vraiment de changement? Alors, il y a des changements. Il y a des changements par rapport à ce que je fais avec les entreprises. Donc, c'est vrai que ben, je peux plus faire de conférences. Alors, j'ai eu la chance d'avoir mon gros chantier, on va dire,
clients du premier trimestre qui était 5 jours avant le confinement. Donc, j'ai pu faire ça avec des clients qui venaient un peu partout d'Europe. Donc, il y en a quelques-uns de Russie et d'Angleterre qui n'ont pas pu venir au dernier moment, mais au final, on a pu quand même faire ça en Suisse. Après, c'est vrai que maintenant, ça c'est à l'arrêt. Donc, je pense qu'il faut prendre son mal en patience et je n'ai pas beaucoup d'impact là-dessus. Donc, voilà, j'attends. Et puis après, tout ce qui est coaching et puis accompagnement, là, comme on est en train de faire là actuellement, c'est vrai que on peut le faire soit au téléphone, soit en visio. Et donc, les athlètes, c'est vrai qu'ils ont cette phase de toute façon là pour le monde du ski. Je suis plus spécialiste, cette phase d'avril-mai qui est un peu la période de récup. Donc physiquement, c'est pas très grave. Et puis, ils travaillent aussi, je pense, beaucoup sur l'aspect mental, avec de l'imagerie mentale, avec des choses qui permettent de s'entretenir, quoi. Mhm. Mais justement, un joueur de tennis ou un footballeur ou autre sportif d'élite, est-ce que le fait justement d'avoir coupé complètement la compétition au mois environ de février-mars selon les pays, donc là on sait que par exemple le tennis va pas reprendre apparemment avant le mois de juillet voire août, il faut Oui. quand même garder un sacré mental d'acier quand même parce qu'ils ont une routine qui est complètement cassée et une régularité qui est plus là. Tout à fait. Moi, je pense que c'est ce qui est le plus dur en fait pour les sportifs qui sont dans une routine, quelque chose de très cadré. Et en fait, les routines, ça sert juste à voilà, qu'il n'y ait pas de temps de latence, de temps pour trop réfléchir à tout et à n'importe quoi. Et en fait, quand ils ont un programme d'entraînement, ils le suivent. Et c'est vrai que je pense qu'il y a beaucoup de sportifs qui sont un peu désœuvrés dans cette période de confinement parce qu'ils perdent leurs repères. Après, perdre ses repères, c'est soit on est complètement démobilisé, et là, il faut sonder quand même sa motivation. Mais autrement, on peut aussi chercher d'autres pistes de travail parce que voilà, à la maison, on peut quand même faire son sport. Il y a plein de sportifs qui partagent sur les réseaux sociaux leurs entraînements. L'aspect mental, pareil, peut être travaillé, comme je le disais. Le tennisman, il peut très bien aussi réfléchir à sa façon de frapper la balle. Et il y a des études qui ont montré qu'en fait, pour l'imagerie mentale, donc c'est le fait de visualiser dans sa tête le coup qu'on va faire ou le match, voilà. Donc l'imagerie mentale, elle va pas remplacer l'entraînement. C'est sûr que les mois d'entraînement qui sont perdus, là, il va pas les remplacer. Mais par contre, quelqu'un qui va travailler mentalement en même temps qui s'entraîne physiquement, il apprend beaucoup plus vite. C'est grâce à la plasticité neuronale, à ce qui se passe dans le cerveau, et on passe un cap, on va dire, on gagne en efficacité. Donc forcément, si on a besoin de moins d'entraînement, on avance plus vite que les autres. Ok, d'accord. Raphaël Nadal, hein, je crois qu'il est dans cette situation, qui est très Tout à fait. routine, qui vit assez mal la situation d'ailleurs. Oui, oui. Compris. Je pense que c'est pas facile au niveau émotionnel, et puis c'est des machines, quoi. Donc Ouais. c'est vrai qu'un gars comme Nadal, quand on le voit avec ses routines avant de servir ou ses routines quand il change de côté, on se dit il est fou. Mais en fait, c'est juste une volonté de contrôle et puis de ne pas se disperser, de rester focus dans le match, sur ce qu'il a à faire. Voilà. Ça a un but derrière, malgré tout. Ok. Du coup, guide de haute montagne, j'imagine grand fan du film Everest. Oui, oui, j'apprécie aussi. Pour se Ok. distraire, c'est très sympa. Ouais. Ça se rapproche de la réalité ou bien c'est complètement fictif? Moi, je pense qu'ils jouent sur nos émotions, justement. Ils essayent d'accentuer un peu les peurs. Après, je pense que ce qu'on a du mal à appréhender, c'est la perte de nos capacités, justement, mentales. Euh, Avec l'altitude, je pense que ce qu'on est capable de faire à notre niveau ici, à 1000 mètres, à 5000 mètres, à 6000 mètres, à 7000 mètres, et puis au fur et à mesure où on monte, qu'on perd ses capacités, voilà, juste de planifier un pas devant l'autre, de réfléchir à ce qu'on doit faire, de penser au temps qu'on a pour redescendre. Ça, c'est des choses que les films ne retranscrivent pas, et je pense qu'il n'y a que ceux qui ont fait ce genre d'exploit-là qui peuvent en parler. Ok, d'accord. Et puis du coup, par rapport au coronavirus, est-ce que tu vois des points positifs quand même à cette crise ou tu vois que des points négatifs? Il y a des deux. Il y a des deux. Je pense que ce qui est important, justement, c'est de garder un équilibre, puis pas tomber dans les extrêmes, à la fois de l'angoisse ou l'extrême de l'euphorie, parce que c'est vrai que ça peut amener vers les deux, je pense. Moi, je suis content de passer plus de temps avec ma famille. Mhm. C'est des petits moments de bonheur avec mes enfants, avec ma femme, qui sont quand même, voilà, que d'habitude, on a moins le temps de faire.
Après, c'est sûr que quand on regarde les informations contradictoires chaque jour, il faut assez s'en prémunir d'ailleurs, ça peut être source d'inquiétude. Donc moi, je suis assez pour un équilibre. Et c'est vrai que moi, le côté positif, et j'essaie de voir le côté positif des choses, c'est que on a le temps de faire le bilan. Moi, ça fait 6 mois que j'ai lancé mon activité avec Brain You Up de conseil aux dirigeants. Ça m'a coupé l'herbe sous le pied dès le début, quoi. Et je pourrais voir le côté négatif et me dire c'est fichu, je ne vais pas y arriver. Après, c'est aussi justement peut-être le moment de faire une pause. C'est ce que j'ai choisi de faire aussi pour me dire, OK, est-ce que tu es parti dans la bonne direction? Est-ce que tu t'es fixé des bons objectifs par rapport au premier retour? De se questionner aussi là-dessus. Et je pense que de faire un bilan dans ces moments-là, c'est quelque chose qui est utile. Donc, autant voir le côté utile des choses. On a un peu plus de temps, donc autant en profiter. Ok. Comment on coach son cerveau du coup? On coach son On le cerveau. met, on le met sur un vélo et il pédale ou C'est un peu le but. Hein. C'est un peu le but. C'est pas des haltères à soulever, c'est pas voilà, se mettre sur le vélo ou aller à l'entraînement, mais c'est vrai qu'il y a des outils qu'on peut utiliser qui sont utilisés en préparation mentale. Ils sont utilisés pour gérer le stress, pour améliorer sa concentration, pour prendre les décisions le plus vite possible et puis pour prendre les bonnes décisions. Donc après, c'est voilà, en ce moment, de se fixer des objectifs, c'est de la préparation mentale, quoi. Ça permet de garder la motivation, de ne pas perdre ses moyens. L'imagerie mentale, comme j'en parlais tout à l'heure, je pense que c'est quelque chose, moi, voilà, dans le monde du ski, on voit souvent les skieurs au départ se remémorer le tracé. Il faut savoir qu'ils ne sont pas seulement en train de visualiser là où ils vont passer, ils sont aussi en train de ressentir l'appui dans leurs chaussures, ils sont aussi en train de ressentir voilà, physiquement qu'est-ce que ça va faire à tel saut. Ils essayent d'anticiper et plus on prépare son cerveau avec l'imagerie mentale, moins on est surpris et plus on s'adapte facilement. Et puis après, il y a plein d'exercices pour se relaxer aussi parce que malgré tout, le contexte actuel fait qu'avec la crise sanitaire, on est plus stressé que d'habitude. Donc, des exercices de respiration. Moi, j'utilise beaucoup la cohérence cardiaque avec les athlètes et les clients que je suis. C'est des choses qui sont basiques, mais qui s'entraînent en fait. Et ce qui est important en prep mental, c'est le fait de persévérer. Plus on le pratique, c'est comme quand on va en salle de musculation. Hein. Si on va qu'une fois en salle de musculation par mois, forcément, les bénéfices physiques ne sont pas au top. C'est pareil pour la prep mentale, quoi. Ok, ça marche. Et par rapport à ce que tu disais, est-ce que pour les personnes lambda, donc quelqu'un qui n'est pas sportif d'élite ou autre, Oui. on entend souvent des gens justement qui font énormément de visualisation le matin, par exemple. Est-ce Oui. que justement la visualisation nous aide à atteindre plus facilement nos objectifs? Oui, je pense. Il y a l'aspect, on va dire, très technique, comme je te le disais tout à l'heure avec le tennis, où tu vas visualiser ton coup. Après, il y a aussi l'aspect émotionnel, c'est-à-dire que dans les stratégies de régulation des émotions, on peut aussi utiliser l'imagerie pour s'imaginer dans un endroit où on est bien, avec des personnes avec qui on se sent bien. Ça permet de sécréter dans le cerveau de la dopamine, ça trompe un petit peu notre cerveau. Et c'est ce qui fait aussi que, par exemple, des sportifs, dans des moments difficiles d'un match, dans une compétition, quand ils ont peur au départ, ils se font de l'imagerie, mais plus de l'imagerie pour arriver à se remettre en confiance, à se mettre dans l'état d'esprit qu'ils veulent, l'état d'esprit, on va dire, de warrior avant un combat pour un judoka, l'état d'esprit zen pour un autre. Mais chacun peut induire en fait cette émotion si on fait une bonne visualisation. Et tout le principe de la pleine conscience, du mindfulness, ça rejoint cet aspect-là. Et c'est vrai qu'on est sur des exercices qui sont là pour un peu duper notre cerveau, pour lui faire croire que voilà, on est dans un endroit qui est agréable, on est avec les bonnes personnes, et puis ça permet d'être dans le bon mindset en fait. Ok. Alors, actuellement, hein, on le voit, le coronavirus, c'est un petit peu une courbe hein, qu'on est en train de monter et puis qui, on l'espère, va redescendre. En tout cas, en Suisse, Oui, on est sur cette phase-là. Alors, il ne faut pas oui. que ce soit le Mont Blanc qu'on ait grimpé et puis que ce soit l'Everest qui nous attende derrière. Ça, on l'espère pas. Euh, J'espère non plus. Si justement on comparait ça à une montagne, vraiment sur l'aspect guide de montagne, c'est une Oui, montagne qu'on est en train de gravir et qu'on va devoir redescendre. oui, Il y a des personnes qui aiment bien ça, il y a des personnes qui n'aiment pas ça.
Comment, en tant que guide de montagne, justement, tu viendrais dire à quelqu'un de le rassurer ou quelqu'un qui a peur, justement, comme un indépendant, de perdre son business ou ce genre de choses? Bah, je pense que quelqu'un qui a besoin d'être rassuré, on a besoin de lui montrer ses compétences. C'est-à-dire que si je dois l'accompagner en haut de la montagne, je vais surtout lui dire qu'il en est capable, euh, lui remettre devant les yeux en fait ce qu'il est capable de faire. Et en fait, on a des ressources insoupçonnées à partir du moment où on croit en soi. Après, c'est vrai que quand on a peur, là souvent en fait, culturellement, la peur, c'est quelque chose qui est négatif. Il y a beaucoup de dirigeants, moi quand je parle avec des dirigeants, ils me disent, moi je ne dois pas montrer ma peur, quoi. Je ne dois pas avoir peur de la suite, avoir peur du lendemain, c'est pas bien. Mais tout ce contrôle des émotions, il est néfaste en fait, il est négatif. Et je pense que déjà de déculpabiliser la peur, c'est quelque chose d'important. Moi je me rends compte que souvent, déjà juste d'expliquer que la peur, elle est utile, qu'elle nous fait avoir la dose de stress euh, qui nous permet d'avoir, voilà, d'être focus, d'être plus attentif. C'est comme si là, on sortait sans avoir peur dehors. On va, on va prendre le métro, on ne fait pas attention là où on met les mains, on ne fait pas attention aux consignes de sécurité, à la distanciation sociale, mais c'est la peur qui nous fait réagir correctement. Donc, elle est utile. Et je pense que, par exemple, les dirigeants aujourd'hui, s'ils ont peur de l'avenir de leur business, faut utiliser cette peur pour se fixer des bons objectifs, pour voir si on ne fait pas fausse route, pour prendre des décisions qui sont cohérentes avec la situation actuelle. Après, il faut avoir conscience qu'on ne contrôle pas tout, quoi. C'est-à-dire que si on commence à réfléchir sur des choses en disant, voilà, à partir de telle date, aujourd'hui, il faut juste laisser aller et accepter qu'il y a des choses qu'on ne maîtrise pas, quoi. La sortie, on nous annonce que peut-être on va pouvoir sortir, que peut-être la courbe va redescendre, que peut-être elle va revenir. Ça, on peut y réfléchir toute la journée et ruminer ces émotions négatives. Ça n'aura pas beaucoup d'utilité. Par contre, transformer la peur en quelque chose de concret, une action, qu'est-ce que je vais faire pour avoir moins peur? Voilà, c'est se fixer des objectifs avec son équipe, avec de voir là où on va aller, quoi. C'est un peu, au lieu de partir à l'aveugle dans la montagne, tu prends ta boussole, et puis ta boussole des émotions, elle te permet de te diriger, de choisir le bon chemin, et puis d'arriver le plus efficacement ou le plus rapidement au haut du sommet. Ok, super, top. Bon. Et du coup, pour finir, ce serait quoi, vu qu'on est à peu près tous en télétravail, Oui. ton astuce du jour ou ton conseil du jour par rapport au télétravail? L'astuce de Guillaume. L'astuce de Guillaume. Ouh là là, j'en ai plein. Non, je ne sais pas. Je pense que déjà on est tout le temps sur son travail. On a des phases de travail. Et ce qui est très difficile, c'est de ne pas être impacté derrière quand on va couper et qu'on va se retrouver avec sa famille, qu'on va se retrouver avec ses enfants, de ne pas être impacté par notre travail derrière. C'est-à-dire que on peut encore penser à la discussion qu'on a eue avec son patron ou alors au dossier qu'on n'a pas fini. Et je pense que de faire une coupure, justement avec des exercices de cohérence cardiaque, de respiration, juste après le travail, pour faire une coupure nette, ça prend 5 minutes ou même il y a des exercices plus courts. Mais je pense que de planifier les choses et avant de passer de la vie perso à la vie professionnelle, qui est cette petite coupure avec des exercices de respiration, je pense que ça peut être utile. Ça sera ma petite astuce du jour. Ok, super. Merci Guillaume. Voilà. Génial, c'était hyper intéressant, hyper enrichissant. C'est super d'avoir pu partager avec toi. Donc, on peut te retrouver sur les réseaux et puis sur ton site internet. Tout à fait. Sur LinkedIn, je suis assez actif. On a du temps en ce moment, donc je donne pas mal de contenu sur LinkedIn. Et puis après, j'ai mon site internet www.brainyouup.com. Okay. Donc, c'est voilà, là où vous voyez ce que je peux proposer en période de confinement ou après le confinement aussi. Ok, super. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Lucas. Toute bonne journée à toi. À très bientôt. Prenez soin de vous. Merci. Ciao, ciao.